Bonjour à toutes et tous. Voilà, je me présente, Éric Moser, donc je suis le président de Retina France et je souhaite aussi vous rappeler les objectifs de notre association qui sont tournés essentiellement vers la recherche en ophtalmologie et elles concernent toutes les maladies de la vue. Et je dirais même que nous investissons chaque année un petit peu plus d'1 million d'euros dans la recherche, dans des projets de recherche qui sont validés par un comité scientifique. Et aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur d'accueillir notre invité, qui est le docteur Florian Senlaub, qui est directeur de recherche à l'Institut de la Vision à Paris et qui travaille en fait avec un groupe de chercheurs en fait sur la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et bien évidemment, il fait aussi partie de notre comité scientifique qui réunit une vingtaine de chercheurs de toute la France, hein, essentiellement des grands CHU de France, et qui sont là pour lancer les appels d'offres, évaluer nos projets, noter nos projets, et on essaye de financer les meilleurs en fonction de nos ressources. Donc la dégénérescence maculaire, c'est un petit peu c'est le sujet de ce jour, de cette soirée. Et vous savez que c'est la première cause, en quelque sorte, de malvoyance après 50 ans, hein, puisque grosso modo, je pense que le docteur Sedlaoui pourra aussi confirmer, on a presque 1,5 million de personnes qui sont touchées, presque une personne sur 4 ou 5 après 65 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment une grosse maladie actuellement. Et bon, on a plusieurs formes de DMLA, hein, puisque on a la DMLA sèche en fait, qui est dite atrophique, et puis la DMLA humide, pour laquelle on a des traitements qui est dite exudative. Voilà, donc toutes ces maladies, toutes ces recherches, effectivement, sont en cours, elles avancent à grands pas, elles avancent bien. On est proche des solutions. Et, et là, je vais laisser la parole au docteur Senlaub, en fait, qui va vous donner des détails en fait et vous expliquer tout ça. Et à la fin de cette présentation, il y a plusieurs questions qui ont été posées par vous, hein, et je les poserai directement au docteur Senlaub qui pourra répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez en cours même des questions à poser dans le chat, hein, posez vos questions et on essaiera d'y répondre à la fin si on a un petit peu de temps. Voilà, docteur Senlaub, Florian, docteur Senlaub, je vous laisse la parole. Merci Eric. Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager un peu ce qu'on sait sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge et un peu aussi ce qu'on fait à l'Institut de la Vision pour éventuellement trouver des solutions. Voilà, j'essaie de partager l'écran. Est-ce que vous... euh, Eric, au revoir. C'est bon, hein, c'est parfait. C'est bon. Donc, je veux parler un peu de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et je pensais peut-être quelques mots sur comment fonctionne la vision, puisque c'est la vision qui a un problème. Et donc, on va parler un peu de l'anatomie de l'œil, qui est assez particulier parce qu'il y a des tissus qui sont très transparents et pour que la lumière arrive jusqu'au tissu qui est sensible à la lumière, qui est la rétine. Il faut évidemment que ces tissus restent très clairs pour que la lumière puisse arriver à la rétine qui tapisse le fond de l'œil. Donc, au fond de l'œil, vous avez la rétine qui a des parties qui servent à la vision d'acuité très forte, pour lire, par exemple, pour reconnaître des visages. Et cette région-là, c'est la région centrale qui s'appelle la macula. Et plus particulièrement encore, dans la macula, vous avez un endroit qui s'appelle la fovea, qui est vraiment l'endroit avec lequel on lit et avec lequel on voit très, très bien. Donc, pour que ça puisse bien fonctionner, vous avez la rétine qui contient les cellules qui reçoivent, qui sentent la lumière, les photorécepteurs, et qui sont bizarrement, ils sont tournés vers l'extérieur, qui posent sur une couche des cellules qui est pigmentée et qui est essentielle à ce que ces photorécepteurs puissent vivre à long terme. Ça s'appelle l'épithélium pigmenté. Donc, c'est des cellules pigmentées qu'on retrouve en dessous des photorécepteurs.
Donc, quand on regarde quelque chose, ben, la lumière, elle traverse la rétine, elle va activer ces photorécepteurs et cette information qui va être transformée dans une information nerveuse et remonter la rétine et après rejoindre le cerveau par le nerf central, par le nerf optique qui quitte l'œil. Alors, c'est quoi la dégénérescence maculaire liée à l'âge? Comme Eric l'a mentionné, c'est la première cause pour les handicaps visuels, une maladie qui touche les personnes au-dessus de 55 ans, on dit généralement, même il peut y avoir des exceptions. On ne sait toujours pas très bien pourquoi certaines personnes ont ces maladies-là. D'ailleurs, c'est vrai pour une bonne partie de maladies en général. Hein. C'est pareil pour Alzheimer, on ne comprend pas tout, ni même pour l'athérosclérose. Mais on a pu définir des risques, des facteurs de risque qui augmentent le risque de faire une dégénérescence maculaire à l'âge. Donc, la première, c'est l'âge, comme je disais, ça ne touche pas vraiment les personnes en dessous de 55 ans. Après, vous avez des facteurs de risque environnemental et que vous pouvez éventuellement changer. Et vous avez des facteurs de risque qui sont de l'ordre de l'histoire familiale ou génétique. Donc, il y a certains variants génétiques qui augmentent le risque de faire une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et si je vous ai fait un petit résumé dans tout ce que je viens de dire, à quoi ressemble un œil normal et une rétine qui pose donc sur cette couche de l'épithélium. Et au début de la maladie, qui n'est pas encore vraiment très symptomatique, on a quelque chose qui s'appelle des drusènes, c'est des accumulations de débris qui se trouvent justement entre les photorécepteurs et cette couche que je vous ai décrite tout à l'heure, l'épithélium pigmenté. Ils peuvent se trouver entre les photorécepteurs et cette couche-là ou juste en dessous. Et ces lésions-là, on les appelle des drusènes. Et ça, c'est quelque chose de très, très fréquent. Si vous regardez des études ici c'est une étude que je cite qui regarde un village entier aux États-Unis tous les 5 ans pour savoir un peu qui a quoi à quel âge. Et quand ils ont fait ça pour la première fois au début des années 90 du siècle dernier, ils se sont rendus compte que 20% de personnes qui ont plus que 75 ans ont ces dépôts de débris sous leur rétine. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là vont faire une maladie après. Au début, on pensait que c'était juste une question de temps et tous les gens qui ont ces drusènes vont finir par avoir une démêlate avec des symptômes forts. Mais ce n'est en fait que la moitié de gens avec ces accumulations qui vont faire une démêlate tardive qui peut menacer la vue. Dans ces formes tardives, on a une forme qu'on appelle humide, parce qu'elle est définie par des néovascularisations, des nouveaux vaisseaux qui se forment en dessous de la rétine. Et vous allez me dire, des nouveaux vaisseaux, ça peut être bon, et c'est pas faux, c'est juste qu'ils sont pas très étanches, et donc ils mènent aussi à des œdèmes de la rétine qui peuvent mener pire à des hémorragies, et les hémorragies vont finir par détruire les photorécepteurs. Et après, on a une forme tardive qui s'appelle l'atrophie géographique. Donc, il n'y a pas de néovascularisation et il y a les photorécepteurs et les couches de la rétine externe, photorécepteurs et l'épithélium qui meurent petit à petit et qui peuvent détruire la vue centrale. Alors, qu'est-ce que ça donne comme symptôme? En gros, ce qui est touché, c'est toujours que la vue centrale. Donc, la vue périphérique reste là, même dans des cas avancés, les personnes atteintes d'une DMLA, contrairement à d'autres maladies, ne vont jamais complètement perdre la vue. Alors, qu'est-ce qui se passe au centre? Au centre, au début, quand vous avez ces dépôts lipidiques, la rétine est un peu déplacée parce qu'elle pose maintenant plus directement sur l'épithélium qui est tout plat, mais sur des débris qui se sont posés en dessous. Et du coup, elle ondule, et du coup, la vision normalement des traits qui devraient être tout droits, ne sont plus perçus comme tout droits parce que la rétine ondule. Donc, ça s'appelle des métamorphopsies, et les patients peuvent s'en rendre compte s'ils ferment un œil, ils regardent des lignes droites,
et les lignes droites ne sont plus très droites. Ou, par exemple, quand on regarde des lettres, les lettres semblent avoir des tailles différentes parce que la rétine est déformée. Souvent, donc, c'est des symptômes, les seuls symptômes que les personnes avec une DMLA précoce vont avoir parce qu'ils ne vont pas avoir la forme tardive. La forme tardive peut être plus dramatique parce qu'il peut y avoir l'apparence des zones où la rétine a disparu, où on ne voit plus rien. C'est vrai pour la forme humide, c'est aussi vrai pour la forme atrophique. Il peut aussi y avoir un genre de hallucination dans ces zones où on ne voit plus rien, où on a l'impression de voir quelque chose, mais c'est quelque chose que votre cerveau projette dans ces zones qui ne voient plus rien, qui peuvent perturber les gens, mais c'est tout à fait fréquent et c'est tout à fait dans ce qu'on voit dans cette maladie. Alors, pour la forme humide, la recherche a fait des très gros pas depuis que moi, je suis en recherche maintenant depuis ça va faire 25 ans. Et les avancées qu'on a pu faire dans ces 25 ans dans le traitement de la forme humide de la DMLA sont spectaculaires. Quand moi j'étais à l'hôpital, il n'y avait pas vraiment grand-chose qu'on pouvait proposer aux personnes atteintes d'une DMLA humide, mais on a trouvé un facteur qui ne touche pas, qui guérit pas vraiment la maladie en soi, mais qui peut inhiber la formation de nouveaux vaisseaux qui font les symptômes les plus graves, donc l'hémorragie et l'œdème. Et c'est un facteur donc, qui fait croître des vaisseaux, qui s'appelle le VEGF, peu importe, Vascular Endothelial Growth Factor, et qui est surproduit dans ces yeux malades et qui fait que les vaisseaux vont plus être étanches et qui fait qu'il va y avoir une néovascularisation. Et on a pu développer des moyens de plus en plus efficaces qui inhibent ce facteur et qui font que vos vaisseaux deviennent plus étanches et ils ne vont pas faire de néovascularisation. Alors, peut-être ce qui est embêtant, c'est qu'il faut re-administrer ce médicament assez régulièrement. Je crois qu'en ce moment, c'est 7 fois en moyenne par an. Mais le traitement inhibe bien l'avancée de la maladie et peut même au début améliorer un peu la vue parce que l'œdème peut disparaître et donc du coup les patients voient mieux. Avec des traitements très à long terme, il y a quand même la maladie qui progresse. Vous avez inhibé la néovascularisation, mais il y a quand même une progression du reste de la maladie et donc la vue peut se détériorer après un moment. Alors, là où on a encore très peu de choses à proposer, c'est pour la forme atrophique. Donc, comme je disais, il y avait des trusènes et après, il y a cette dégénérescence des photorécepteurs, mais aussi du pigment qui est la couche qui se trouve en dessous et on ne sait pas très bien inhiber cette dégénérescence lente. Alors, atrophique qui veut dire sèche, on est bien d'accord. Voilà, sèche. Voilà. C'est un peu parce que au début, quand la forme humide était la plus dramatique, on distinguait la forme humide par rapport à tout le reste. Donc, on appelait la forme humide parce que néo-vaisseau, et tout le reste forme sèche. Et donc, souvent, on met ensemble la forme précoce et la forme atrophique parce que ni l'un ni l'autre a fait des néovascularisations. En fait, si on regarde les choses comme ils se développent dans le temps, on devrait dire DMLA précoce, donc des drusènes, et après on a 2 formes tardives, une est humide parce qu'il y a une néovascularisation, et une est atrophique. Donc si vous prenez tout ensemble, les sèches, vous arrivez à 90% sans sèche. Mais en fait, quand vous regardez les formes tardives, donc ils posent un problème, c'est à peu près la moitié qui est humide et la moitié qui est atrophique. Donc, à l'Institut de la Vision, on s'intéresse à l'inflammation qui peut avoir un rôle important, en fait, dans les 2 formes. Et on s'était rendu compte du rôle possiblement important à cause des risques génétiques. Donc, vous savez, vous avez toutes sortes de gènes et il y a des variants de ces gènes. Et les variants qu'on a trouvés associés avec la DMLA, donc qui faisait que vous avez un risque plus fort de faire la maladie, étaient
très souvent des gènes de l'inflammation et comme dans nos recherches, on a vu que c'était toujours que les variants faisaient que le patient était plus inflammatoire. Alors, plus inflammatoire et plus particulièrement, ça activait une type de cellule immunitaire qui s'appelle les macrophages, qui est genre l'avant-garde de votre défense immunitaire. L'inflammation, c'est très important. Hein. Vous avez envie on sait maintenant, tout le monde s'en est rendu compte avec Covid, il y en a des pathogènes qui sont un peu partout et si on ne se défend pas contre l'agression des pathogènes, on va très vite avoir des gros problèmes. Donc, un des types cellulaires qui surveillent un peu toujours tous les organes, c'est des macrophages qui sont partout dans votre corps. Et qui font que dès qu'il y a un problème, ils vont alerter le système immunitaire pour qu'il intervienne pour pas avoir un gros problème après. Donc, quand ils font ça, ils vont appeler de l'aide au sang dans lequel vous avez des globules blancs qui peuvent devenir aussi des cellules inflammatoires qui interviennent dans la défense immunitaire. Et donc, dans ces cellules, il y a des monocytes qui vont se différencier dans le tissu, dans les macrophages inflammatoires, qui normalement devraient tuer les bactéries et les pathogènes qui sont dans le tissu, vite les tuer et revenir à la normale. Donc, une inflammation courte et efficace, c'est quelque chose de très important et de très bien. Là où ça devient plus compliqué, c'est si l'inflammation ne s'arrête pas quand elle devient une inflammation chronique, parce que dans ces facteurs qui normalement tuent les bactéries et les pathogènes, ils sont aussi toxiques pour les cellules du soi et ils vont finir par tuer des cellules qu'ils n'étaient pas censés tuer. C'est pas très grave pour des tissus qui se renouvellent bien, par exemple la peau. On va tuer quelques cellules de la peau, ils vont repousser dans une semaine, on n'en parle plus. Ou il y a d'autres organes qui se régénèrent très bien, par exemple le foie aussi. On peut recréer un foie, des cellules de foie qui vous restent très vite fait. Par contre, il y a des tissus où la régénération est très, très limitée dans la rétine. Et donc, dans ces tissus, l'évolution a trouvé un peu un compromis entre qu'est-ce que je prends comme risque d'une infection et qu'est-ce que je prends comme risque d'avoir une inflammation trop forte. Donc, dans ces tissus-là, toutes les réactions inflammatoires sont plutôt beaucoup moins fortes pour ne pas mettre en danger ces tissus-là. Donc, on s'était rendu compte que quand on regarde la distribution de ces macrophages dans un œil normal, on voit que toute la couche des photorécepteurs, donc ici, pour ceux qui voient, on a fait des coupes de rétine avec un marqueur qui marque tous les macrophages. Et vous voyez dans cette couche ici, dans la couche des photorécepteurs et de l'épithélium, il n'y a pas de macrophages, même pas de macrophages résidents. Tandis que dans les maladies, dans la DMLA atrophique, mais aussi néovasculaire, il y a une infiltration de ces macrophages chroniques dans la couche des photorécepteurs. Et ça commence dès que vous avez des gros drusènes. Donc, il y a cette inflammation chronique que l'organisme ne semble pas pouvoir gérer. On pense aussi qu'on peut les voir chez les patients, ces cellules, parce que quand un macrophage est en contact longtemps avec les cellules pigmentées de l'épithélium, ils deviennent pigmentés. Et donc, Michel Pach, au 15-20, il avait essayé une nouvelle caméra. Il voulait voir la croissance de l'atrophie géographique, donc de la mort de l'EPR. Il prenait des photos tous les mois. Ce que vous pouvez voir ici. Donc, il pouvait voir la croissance de l'atrophie dans un délai de temps de 6 mois, ce qui est extraordinaire et beaucoup plus précis que ce qu'on faisait d'habitude. Mais il s'était rendu compte aussi qu'on voit des cellules pigmentées qui bougent. Donc, ce n'est pas du pigment qui est mort, mais c'est dans juste la bonne taille d'une cellule et elle bouge au fond de l'œil. On les voit aussi avec un autre appareil qui s'appelle OCT, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé chez l'ophtalmologue. Et on voit donc normalement des zones pigmentées chez les patients sains, enfin chez les sujets sains, c'est surtout le PR qui est pigmenté, il y a une droite très nette. Mais chez la DMLA, il y a des cellules pigmentées qui se trouvent hors de l'épithélium, à l'intérieur de la rétine, et ça s'appelle des faucies hyperréflectives, et c'est un très mauvais diagnostic. Donc, on a
on a l'impression de la clinique que d'avoir ces cellules pigmentées, ça va plutôt être un indicateur défavorable pour le futur du développement de la maladie. Et on a pu démontrer, notamment aussi grâce au financement de Retina France, que ces cellules pigmentées sont en fait des macrophages. Ce n'est pas de l'épithélium pigmentaire lui-même qui commence à migrer dans la rétine, mais c'est des macrophages dans la couche des photorécepteurs qui deviennent pigmentés parce qu'ils phagocytent le pigment de l'EPR. Donc, d'avoir beaucoup de macrophages sous votre rétine peut être un facteur défavorable au développement de la maladie. Donc, en résumé, on pense que l'infiltration du macrophage avec tout ce qu'ils produisent est quelque chose qui est défavorable ou qui peut être même un moteur de la dégénérescence, comme ça a été d'ailleurs démontré dans le cerveau. Une inflammation chronique peut faire des dégâts collatéraux et tuer des neurones qui sont difficiles à remplacer. Donc, quelles sont les conséquences de cette inflammation chronique? Ben, comme je disais, ça va mener à une dégénérescence des neurones, aussi une dégénérescence de l'EPR. Et tout le monde connaît beaucoup mieux maintenant avec Covid. C'est un peu les mêmes cytokines qui sont produites par l'inflammation. Vous avez peut-être entendu de la tempête cytokinique qui joue un gros rôle dans la pathogénèse du Covid. C'est un peu les mêmes facteurs que l'inflammation crée ici, à de moindres concentrations et très localement, mais c'est donc ces produits qui vont faire que les photorécepteurs meurent et que l'épithélium se dédifférencie. Juste pour mentionner quelques-uns, IL-1 bêta, ça a un rôle dans Covid et AMD. IL-6 aussi, c'est utilisé pour traiter ça va peut-être être utilisé pour traiter un peu les deux. Voilà, donc cette inflammation chronique, elle n'est pas bien. On la voit, on a vu dans plein d'expérimentations différentes que si on arrivait à inhiber cette inflammation, on arrive à sauver des photorécepteurs et inhiber la néovascularisation. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est que pourquoi certaines personnes vont faire cette dégénérescence maculaire, cette inflammation édéma-là, et d'autres non? Et donc, la réponse de ça se trouve dans les facteurs de risque. Quand vous regardez tous les facteurs de risque qui sont associés avec la DMLA, c'est tous des facteurs qui font une inflammation plus forte. Les facteurs de risque génétiques majeurs, je ne veux pas vraiment vous donner les noms peut-être des protéines, mais il y en a 3 qui sont majeurs, et les variants qui sont associés avec la maladie font qu'à chaque fois, cette accumulation de macrophages sous la rétine va s'aggraver. Donc, la génétique, si vous avez beaucoup de facteurs de risque génétiques qui sont associés avec la DMLA, vous avez un plus gros risque de faire une inflammation chronique qui va finir par poser des problèmes aux photorécepteurs. Et je crois que c'est assez logique et c'est comme ça parce qu'un variant, ce n'est pas une mutation. C'est pas, contrairement aux rétiniques pigmentaires, où on a une mutation dans un gène à un moment qui va poser un problème. Les variants, c'est des changements de gènes qui sont beaucoup plus répandus dans la population. Donc, ce qui fait qu'une mutation devient de plus en plus répandue dans une population, c'est qu'elle est choisie par quelque chose dans notre évolution. Une des choses qui choisit le plus de variants génétiques dans notre évolution, c'est justement les maladies infectieuses. Donc, si une population est exposée à des maladies infectieuses, vous allez avoir des gènes qui mènent à une inflammation plus forte et qui vont sauver l'individu qui va plus survivre dans le temps dans les populations. Et donc, c'est pour ça, peut-être, que les variants qu'on trouve aujourd'hui associés avec les DMLA, qui causent une inflammation plus forte, ont en fait été choisis dans notre passé évolutionnaire parce qu'ils nous ont permis de survivre mieux à des maladies infectieuses. Donc, en résumé,
On pense que au début, vous avez un problème d'accumulation de débris qui est lié à l'âge et peut-être au stress oxydatif ou autre chose. Si vous avez des facteurs qui font une inflammation plus forte, vous avez plus de chances d'arriver à des formes tardives. Donc, ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être aussi des facteurs environnementaux. On sait que le tabagisme qui induit de l'inflammation est un des facteurs les plus forts environnementaux pour arriver à avoir une DMLA. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous allez me dire, on ne peut rien faire parce que de toute façon, on est vieux, on a les facteurs de risque, on les a eus depuis 40 ans, ça ne change rien si je les change maintenant. Et ça, c'est très faux. On pense toujours que arrêter de fumer, quand on est diagnostiqué avec une DMLA intermédiaire, ça ne servira plus à rien, ou de se mettre au sport, ou de mieux manger. Et en fait, c'est que tous ces facteurs de risque, ils continuent à être inflammatoires et à pousser l'inflammation à être plus fort. Il y a des équipes en Hollande qui font un programme avec leurs malades de DMLA qui leur calculent un peu le risque qu'ils ont par rapport à leurs facteurs génétiques et les facteurs environnementaux et qui essayent de les motiver ou de se motiver ensemble d'essayer de diminuer le risque pour ralentir la progression de la maladie. Donc, arrêter de fumer, manger du poisson gras au moins une fois par semaine, manger des vitamines et une diète riche en fibres, mais aussi, et ça c'est quand même assez étonnant à quel point ça marche bien, c'est de reprendre une activité physique. Je ne parle pas d'aller courir comme un fou dans le bois de Vincennes. Marcher une heure par jour, c'est quelque chose de magique qui change beaucoup de maladies en général. Ça n'aide pas seulement contre la DMLA, mais aussi l'athérosclérose et tout ça. Faire un examen de vue au moins tous les 2 ans, si on est diagnostiqué, ça va être plus souvent, pour ne pas rater surtout des formes humides qu'on peut traiter. Et éviter la lumière intense. On n'est pas très sûr que ça va changer quelque chose, mais c'est probablement quelque chose qui peut contribuer à l'avancée de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut de la Vision? Moi, je veux bien aider à motiver les gens de faire du sport, mais on est payé pour avancer les solutions d'ordre médicamenteux. Et donc, on essaie d'identifier des cibles thérapeutiques qui pourraient être inhibées, notamment pour la forme atrophique, pour ralentir cette dégénérescence. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y en a un médicament qui va être mis sur le marché dans quelques temps, qui n'est peut-être pas encore aussi efficace que les anti-VEGF, mais déjà le premier médicament qui semble ralentir la forme atrophique. Pas l'arrêter, mais la ralentir. Donc, j'ai beaucoup d'espoir qu'avec dans quelques années, on va pouvoir inhiber ces mécanismes qui mènent à la dégénérescence de la macula liée à l'âge beaucoup plus efficacement. Et là, j'ai mis ça aussi parce que souvent, les gens pensent que ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans la recherche, ça ne mène jamais à des solutions. Donc, je vous ai remis l'exemple de la DMLA humine où, entre la découverte de ce fameux facteur qui fait croître les vaisseaux et un traitement efficace. Certes, il y a pas mal d'années qui sont passées, mais on a maintenant plusieurs traitements qui efficacement peuvent garder la vue pour des milliers de gens pendant des années. Voilà, donc j'espère qu'on va arriver à avoir de meilleures solutions. Merci. Merci, docteur. Alors, j'entendais le résultat à la fin, et finalement, la bonne nouvelle, mais vous allez me confirmer, je pense que je ne me trompe pas, c'est que à ce jour, en fait, on arrive à ralentir comment dirais-je, la DMLA humide, en quelque sorte, par un traitement, par des injections intraoculaires. Et demain, et très bientôt, finalement, et c'est ce qu'on cherche, on va réussir à ralentir l'évolution de la DMLA sèche. C'est bien ce qu'on a entendu, en fait. Voilà. Je crois que il faut s'en rendre compte que c'est assez différent comme
comme résultat à quoi il faut s'attendre. Dans la démêlade humide, vous avez, vous avez la plupart des symptômes au début, c'est un œdème de votre rétine. Donc, il y a trop d'eau qui sort des vaisseaux. Et ce qui est extraordinaire, et on ne s'y attendait pas au début, c'est que si on si on injecte ce médicament, l'œdème se résout et il y a une bonne partie de gens qui voient en fait mieux après les premières injections. Voilà. Pour l'atrophie, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ça, vu que l'atrophie fait des symptômes parce que les photorécepteurs ont disparu. Ce qu'on peut espérer, c'est vraiment que ça avance moins vite et qu'on peut garder la zone centrale surtout. Souvent, heureusement, souvent, ces atrophies, ils ne commencent pas au centre-centre, mais à côté. Donc, dès qu'on a ces zones atrophiques à côté, on peut tout faire pour que le centre reste le plus longtemps possible. Mais disons, même si ça va marcher, ça va inhiber la dégradation, vous n'allez pas avoir le côté je vois mieux après le traitement. Donc, ça sera moins dramatique que les traitements pour la forme humide, mais on peut espérer qu'il va y avoir de plus en plus de médicaments et de plus en plus efficaces pour inhiber cette dégénérescence. C'est un peu comme Alzheimer. Si vous n'allez pas, on n'espère pas de revenir avant, on essaye d'inhiber, de ralentir un maximum la dégénérescence. Voilà. Alors, une première question donc de la part de nos participants, c'est pourquoi la cataracte et la DMLA arrivent pratiquement simultanément, au même moment? Alors ça, c'est une question intéressante. Je crois que c'est surtout parce qu'ils sont tous les deux liés à l'âge. Ah oui. Donc, si vous êtes dans une tranche d'âge où vous pouvez avoir des problèmes de la DMLA, disons et cataracte, c'est surtout au-delà de 80 ans. Et donc, si vous commencez à vous rendre compte que vous voyez moins bien et vous allez chez l'ophtalmologue, il y a souvent le diagnostic des deux. Ou souvent, si vous avez une cataracte et l'ophtalmologue se pose la question est-ce qu'on va opérer, il va regarder très, très précisément si la rétine derrière est bien intacte. Parce que sinon, on ne peut pas s'attendre à ce que vous voyez beaucoup mieux si derrière la cataracte se cache une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, vu que ces deux maladies sont plus fréquentes dans cette tranche d'âge-là, ils sont souvent associés à cause de l'âge. Après, il y a des recherches qui ont regardé s'il y avait un lien autre que l'âge. Et donc, si les gens qui font une cataracte font aussi plus de démêlats. Et normalement, ce n'est pas vraiment le cas. Les facteurs de risque qui font une démêlate, à part l'âge, ne font pas une cataracte. Donc, c'est lié par l'âge, ce n'est pas vraiment beaucoup lié par autre chose. D'accord. Merci. Alors, une deuxième question. Alors, vous nous avez parlé effectivement des drüsen et bien expliqué, mais est-ce que vous pouvez nous préciser encore la définition de ce terme que l'on trouve en fait dans la DMLA atrophique? Ce sont effectivement des dépôts, comme vous avez dit, mais voilà, comment se forment-ils et finalement, quelles sont les conséquences? Parce qu'on a l'impression que la DMLA atrophique ou sèche, finalement, arrive avec ces drüsen en fait, qui se déposent derrière la rétine. Ouais. Alors, les drüsen, c'est même une forme humide peut commencer avec des drüsen. Il commence d'abord très souvent avec des drüsen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce serait plus logique de faire la distinction entre DMLA précoce, donc définie par des drüsen, et après on a les formes tardives, et les formes tardives où on a une forme humide et une forme atrophique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a des drüsen? Si j'avais une réponse là-dessus, ce serait très, très bien. Donc, il y a beaucoup de recherches qui essayent de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a cette accumulation de débris qui sont donc en dessous de l'EPR, mais aussi au-dessus de l'EPR. On sait qu'ils sont très riches en lipides. Est-ce que je crois que c'est trop facile de penser que c'est par rapport à
la nutrition lipide, c'est pas directement lié comme ça. Ils peuvent aussi, il y a pas mal de protéines à l'intérieur. Probablement, il y a un problème de transport entre l'épithélium et les vaisseaux qui sont en dessous. Donc, le problème de transport fait qu'avec le temps, il y a de plus en plus de choses qui s'accumulent, qui peuvent d'ailleurs être le premier signal aussi aux macrophages de venir essayer de nettoyer ça. Pourquoi ça s'appelle drusène? C'est qu'il y en a aussi pas mal qui sont calcifiés. Et c'était un collègue allemand dans le 19e siècle qui avait commencé à regarder les yeux de dégénérescence maculaire liée à l'âge de très proche. Il s'était rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait comme des petits géodes. Vous connaissez le terme de géode de la géologie. Donc, c'est des pierres dures avec un intérieur liquide. Et il avait ça dans les yeux parce que c'était des calcifications qu'il pouvait casser avec du lipide à l'intérieur. Il a appelé ça géode, donc ça s'appelle toujours géode. Mais c'est en gros des accumulations lipidiques avec des protéines qui peuvent calcifier. On ne sait toujours pas pourquoi il y en a des personnes qui font ça. C'est un peu comme dans l'athérosclérose, où on a ces accumulations, les plaques, les athéromes, qui sont des structures de débris, de lipides, de protéines, tout ça, calcifiées aussi souvent. Merci. Alors, une troisième question qui revient souvent dans notre association. On connaît tous, bien sûr, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais on nous parle aussi de l'EMAP, qui est une forme de DMLA, et on nous dit même que ça dépend des générations. Oui, ça dépend des générations. Et donc, attends, Eric, c'était coupé toute la question. Pardon. Oui, donc je disais que bon, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on connaît, effectivement, on l'explique un peu sous toutes les formes, la forme humide, la forme atrophique, etc. Et on nous parle aussi de l'EMAP. Alors, je dirais entre guillemets, qui est une forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge, un peu particulière. Et souvent, dans les colloques, on nous dit, mais ça dépend des générations. Ça peut être, par exemple, des personnes qui sont nées dans les années 40, je crois 42, 43. 48, nées en 47. 48, pardon. Ouais. Et là, on se pose la question, mais quelle est la différence? Est-ce que l'EMAP, finalement, c'est une forme de DMLA et comment ça peut se traiter? Voilà. Alors, c'est une excellente question. C'est assez. J'en parle un peu dans toutes les conférences, j'en parle un peu aussi à mes collègues américains. Donc, l'EMAP classique, c'est vraiment quelque chose d'assez français, un peu, non pas que belge et allemand aussi. Donc, c'est une observation qu'il y a une maladie qui ressemble de très, très près la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais qui apparaissait beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est un peu... Donc, c'était il y a, je ne sais plus exactement, ça doit faire peut-être il y a 15 ans, 15-20 ans, où les ophtalmologues avaient observé qu'ils trouvaient des patients qui faisaient une déméla, mais à un âge de 45 ans, donc beaucoup trop tôt pour être une déméla. Et quand ils ont regardé de plus près, ils trouvaient qu'ils étaient souvent, enfin je crois pratiquement tous, nés dans les années 47-48. Voilà, oui. Dans des régions il y a des régions où il y en avait plus de gens. Je crois qu'il y a des zones dans le nord, mais il y a aussi d'autres zones d'où venaient ces patients qui étaient nés, je crois, surtout nés dans ces régions-là, où on aurait l'impression qu'il y a quand même un facteur qui a dû se passer pour tout le monde pareil, qui sont nés à ces endroits. Et après, la grande question, c'était qu'est-ce que ça aurait bien pu être? Quand on regarde les autres facteurs de risque, ils sont assez similaires pour la génétique à la DMLA tardive, mais on ne connaît toujours pas, et ça va être très difficile, je crois, de trouver qu'est-ce qui était ce facteur déclenchant une DMLA dans des patients beaucoup plus jeunes. Après, vous pouvez avoir des théories d'une exposition à quelque chose de toxique. Ça pourrait être aussi des maladies infectieuses qui ne faisaient pas vraiment des maladies très fortes, mais qui ont peut-être déclenché quelque chose. Donc, ça reste
ça reste assez mystérieux. Qu'est-ce qui a déclenché ces cas de EMAP? Maintenant, ceci dit, j'ai de plus en plus je crois aussi parce que les ophtalmologues regardent peut-être de plus près maintenant les symptômes de la dégénérescence maculaire à l'âge. Il y a aussi quand même des cas de DMLA plus jeunes dans d'autres pays. Peut-être pas aussi regroupés que l'EMAP, ça l'était pour l'EMAP en France, Belgique et Allemagne, mais ça peut arriver très rarement, hein, ça n'a rien à voir avec les normes de la luminescence maculaire à l'âge, mais ça peut arriver plus tôt. Donc, il doit y avoir d'autres facteurs qui font que, soudainement, dans certains patients, ben, ça arrive plus tôt et l'âge, ça peut arriver à 45, 50, 10 ans plus tôt, quoi. Et donc, est-ce que ce sont les mêmes traitements, finalement, que l'on va chercher, que l'on va essayer de trouver pour l'EMAP, qui est une forme de DMLA? Est-ce qu'on peut dire que, voilà, quand on a une EMAP, en fait, on a une forme de DMLA tout simplement? Alors, est-ce que c'est une DMLA atrophique ou exudative? Voilà, Ouais, je vois que la plupart, c'est plutôt des formes atrophiques, mais je ne suis pas expert, hein. Euh, et on aura l'espoir que les mêmes traitements marcheront pour les. Maintenant, ça commence, vous savez, si vous êtes né en 47, 48, on commence à être dans l'âge maintenant où ça peut être ça va devenir de plus en plus difficile de faire la différence entre une EMAP et une DMLA classique. Oui, oui. Euh, mais l'espoir, c'est quand même que les traitements, hein, sauf si on trouverait la raison pour l'IMAP, mais sinon que les traitements seront similaires entre DMLA et IMAP. Merci. Alors, la question suivante, c'est, il existe effectivement, on l'a dit tout à l'heure, des traitements pour la DMLA humide, exudative, des injections effectivement intraoculaires. Le problème que se posent les uns les autres, c'est que tout à l'heure, on disait, mais il en faut par exemple en moyenne 7 par an, 7, c'est-à-dire presque allez, une tous les mois et demi. Et la question, c'est est-ce qu'il existe des recherches qui permettraient en quelque sorte d'espacer ces traitements? Alors, on sait qu'il y a certains laboratoires qui vont proposer des traitements finalement tous les 3 mois, et puis etc. Mais est-ce qu'il existe des recherches pour apporter une solution d'avoir moins effectivement d'injections intraoculaires? Alors, ça, c'est une grande partie de la recherche. Pour la DMLA humide, en gros, il y a deux choses en cours. Une, c'est il y a des patients qui font des fibroses et donc, il faudrait essayer de trouver quelque chose qui non seulement traite la névascularisation, mais aussi la fibrose. Donc, ça, c'est très actif. Et l'autre, c'est comment espacer les injections. Et ça, c'est donc déjà en cours. Au début, les médicaments étaient conçu pour être injecté tous les mois, tout le temps. Et aux États-Unis, ils faisaient ça pendant des années, mais vraiment toutes les 4 semaines. Maintenant, on a des produits qui sont déjà conçus pour être injectés que tous les 2 mois. Là, le dernier sur le marché, c'est pour être injecté tous les 3 mois. Et il y a aussi, et j'y crois beaucoup, ça va changer la vie des patients, je pense. Il va y avoir dans un futur pas trop lointain, ça va être dans 1 an ou 2 ans, des petits dépôts qui ont la taille d'un grain de riz qu'on implante, si vous voulez, à la surface, accessible de l'extérieur de l'œil, qu'on peut re-remplir comme des petits dépôts qui devraient pouvoir tenir assez de drogue pour tenir 1 an. Donc, vous n'auriez plus qu'à revenir tous les ans pour un remplissage de ces réservoirs. Et puis la troisième chose, c'est des recherches qui essayent au lieu d'injecter le médicament, de prendre un gène qui a l'information de ces protéines et de transfecter l'œil pour que l'œil puisse lui-même produire le médicament. Donc là, il y a une compagnie surtout, bon, il y a plusieurs qui font ça. On est dans les phases 2, phase 3. Donc, si ça fonctionne bien, dans quelques années, ce sera une autre possibilité. D'accord, merci. Alors, une autre question, quelles sont les prédispositions génétiques par rapport en fait à la DMLA, et est-ce qu'il y a des moyens de limiter les symptômes?
Les symptômes par rapport par rapport en fait à l'impact d'une prédisposition génétique. Ah oui, d'accord. Alors, il y a surtout deux. Il y en a. Donc, en variant génétique, ça veut dire que on a tous des variants de toutes sortes de gènes, de ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc, quand vous regardez une population, il y a la forme prépondérante d'une protéine et après, il va y avoir un certain nombre de gens qui ont des variants qui peuvent avoir des fonctions un peu différentes. Pour la DMLA, on a identifié en tout une cinquantaine de variants qui sont associés avec la DMLA. Ça semble beaucoup, mais il y en a là-dedans, la plupart est très rare. Donc, la plupart des gens, leur risque génétique repose sur deux, voire trois variants. C'est d'ailleurs ça qui a mis la recherche un peu, surtout sur l'inflammation dans la DMLA. Donc, un des facteurs les premiers reconnus, c'est un variant d'un facteur qui est impliqué dans la défense immunitaire et qui, normalement, inhibe l'activation d'un système qui tue les bactéries, mais qui peut évidemment, qui peut malheureusement aussi tuer des cellules. Donc, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent, le facteur H du complément. Après, il y a une autre région dans le génétique qui est un peu plus mystérieuse, où nous, on pense, en fait, à nos résultats avec les 15-20 et l'Institut Vison montraient que ça induit une surproduction du protéase qui induit dans l'inflammation. Et il y a aussi les isoformes de lipoprotéines, apolipoprotéine E, où une des isoformes est associée avec la liméla. La question, est-ce que je peux faire quelque chose, si je connaissais mon risque génétique, est-ce que je peux faire spécifiquement quelque chose par rapport à ça? Je dirais pas encore, mais bientôt. Vous avez, par exemple, pour tout ce qui est, si vous avez un variant du complément facteur H, il est probable que cette suractivation de cette voie va jouer un grand rôle dans votre cas. Donc, un des premiers médicaments qu'il va avoir pour la forme atrophique, c'est quelque chose qui inhibe toute cette voie-là. Donc, on aura tendance à penser que si vous avez une DMLA liée à ce risque-là, peut-être que vous allez profiter particulièrement bien de ce genre de traitement. Après, pour tout ce qui est l'inflammation, je le redis, il y a plein de choses à faire autres que des médicaments. Exercice physique, bonne nutrition, pas déprimer, essayer de profiter de la vie comme on veut. Tout ça, c'est des facteurs anti-inflammatoires, diminuer le stress et vous sous-estimez l'effet que ça peut faire. Alors justement, par rapport à ce que vous dites là, il y a une question justement sur quelles sont les bonnes pratiques alimentaires qui permettraient en fait de retarder l'avancement de la DMLA. Est-ce qu'il régime alimentaire ou voilà. Ouais, alors ça, on tombe toujours un peu sur la même chose. Hein. C'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne, riche en fibres, riche en lipides non saturés, l'huile d'olive. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est essayer de manger, pas n'importe quel poisson, mais il faut que ce soit du poisson gras, comme du saumon, parce qu'il y a du oméga 3 dedans, et on pense que ça c'est bien. Ils ont aussi fait genre un concentré de tout ce qui est bien dans la nutrition, ça s'appelle les vitamines qu'on peut prescrire. Et je vois qu'il fonctionne pour des gens qui mangent très mal. Les gens qui se nourrissent bien, ils ont tout ça déjà dans la nutrition qu'ils mangent. Légumes, fruits, riches en fibres, peut-être pas trop de viande rouge, je dis ça comme ça, je ne suis même pas sûr. Mais le régime qui est vraiment méditerranéenne, qui est bien contre toutes sortes de maladies, hein, contre l'athérosclérose, ça, c'est ça qu'il faut manger. Plus le poisson, vous êtes déjà pas mal. Alors justement, dans la continuité de cette question, quels sont les nutriments recommandés? Est-ce qu'il est bon de prendre par exemple des compléments alimentaires? Et alors, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y avait donc une étude c'est très difficile à voir vraiment dans les études parce que tout le monde mange un peu différemment.
je crois qu'à Bordeaux, ils avaient quand même montré une bonne nutrition, justement, avec plein de légumes, tout ça, c'est très bien. Il y avait aussi l'essai de voir si les pilules qui contiennent du zinc et des différentes vitamines ont un effet bénéfique. Et je crois que ça marche bien pour les gens qui marchent très mal. Parce qu'ils vont, si vous, toutes ces choses-là, on peut, si vous en mangez assez dans votre nutrition générale, d'en rajouter avec des pilules ne va pas vous ramener un effet supplémentaire. Donc, si vous mangez très bien fruits, légumes, tout ça, d'en rajouter, ça va peut-être pas changer votre vie. Si vous n'arrivez pas à vous défaire d'une diète de hamburgers et de choses que du gras sans fruits ni rien, c'est peut-être pas mal de prendre de ces médicaments-là pour remplacer ce qu'on pourrait avoir avec une nutrition saine. Comme par exemple, je pense au Nutrov Total, qu'on recommande beaucoup pour la DMLA, un petit Ouais. peu partout. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez un avis sur ce Moi, je pense que complément? si vous mangez bien, ça va pas vous changer la vie. D'accord. Mais ça ne peut pas faire de mal non plus. Ça va pas faire de mal, non. D'accord. Je sais pas pour celui-là. Il y en a un. euh, il faut pas trop en prendre non plus, hein, parce il y a certaines des vitamines. Hmm. Il y a aussi certains des suppléments comme le zinc qu'on peut surdoser. Donc, Hmm. plus j'en mange, mieux ça va pas marcher comme ça. Pour les vitamines, je ne sais pas pour les yeux, mais pour les vitamines, tous ceux qui sont solubles dans l'eau, dans le lipide, donc E, D, K et A, si vous en prenez trop, ça va pas, il ne faut pas surdoser non plus. Mais si vous prenez ces pilules-là par rapport à ce qu'il dit l'industriel qui les produit, vous n'allez pas prendre un risque que ça va s'aggraver avec ça. Mais vous avez un risque que si vous mangez bien déjà, que ça ne sert à rien. Alors, on parle aussi beaucoup de thérapie cellulaire, thérapie génétique, optogénétique. En ce qui concerne la thérapie génétique, en fait, puisque c'est vraiment le sujet actuel aujourd'hui, où en est-on? Est-ce qu'il y a des recherches, des essais dans ce sens-là de thérapie génique? Et alors, c'est la thérapie génique qui est le plus avancée pour la DMLA, ce serait de faire une thérapie génique. La thérapie génique, ça veut dire que vous prenez un gène, c'est en gros une recette pour une protéine. Donc, vous pouvez, si vous arrivez à entrer un gène dans une cellule, elle va se mettre à produire cette protéine comme avec une recette cuisine. Et donc, vous pouvez faire produire à n'importe quelle cellule des protéines que vous voulez. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire produire le médicament qui est une protéine, les anti-VEGF, par l'œil lui-même. Donc, ça se présentera sous une injection de ce gène qui va être pris par les cellules de l'œil. Et donc, l'œil pourra, pour des temps très longs, hein, ça va pouvoir être des années, produire cet inhibiteur de VEGF. Maintenant, il faut que ce soit il faut qu'il n'y ait pas de risque. Il ne faut pas que l'exposition à ces médicaments à long terme pose des problèmes. Donc, c'est pour ça que les études qui sont en cours, il faut qu'ils regardent vraiment très bien si c'est une bonne idée de faire ça. Pour la DMLA, je crois que c'est plutôt encourageant. Pour le diabète, il y a eu des problèmes où on s'est dit c'est peut-être pas la voie qu'on va prendre tout de suite avec une thérapie génique des anti-VEGF. Après, c'est très différent pour les rétinites pigmentaires parce que c'est pas une maladie où on a un défaut d'un gène qui cause la maladie, où on pourrait se dire on va remplacer le gène et ça marchera mieux. Donc pour les rétinites pigmentaires, qui sont surtout des maladies monogéniques, où on peut faire un remplacement avec ces gènes-là, ça marchera bien. Pour la DMLA, il faudra réfléchir à ce qu'on veut faire en thérapie génique. Nous, on travaille entre autres sur un projet où on va essayer de faire pas du anti-VEGF, mais quelque chose qui va diminuer le nombre de macrophages, idéalement, avec une approche génétique, parce que ça rallongerait les épisodes entre les thérapies qu'on peut avoir. C'est très pour le futur, hein, on n'est même pas en phase clinique encore.
pour les traitements actuels, en gros, de réparation d'une rétine, c'est ce que vous avez dit. Utiliser des cellules souches ou faire voir, rendre photosensibles d'autres neurones de la rétine. Ça reste intéressant. Je crois on est au début de ces genres de thérapie. Il ne faut pas oublier que il y a, pour le moment, la définition de vue qu'on peut refaire avec la thérapie optogénétique, elle est pas hyper haut encore. Donc, pour quelqu'un qui a un déméla, qui a une vision périphérique, est-ce que c'est vraiment ça l'option qu'il veut avoir si après, il ne va toujours pas pouvoir lire d'une manière facile? Ça va venir avec, une fois que qu'ils vont s'améliorer, ces thérapies, je pense, mais ce n'est pas une question qui se pose en ce moment. Si moi j'avais des mélas atrophiques, je vais pas avoir une thérapie optogénétique ou un implant rétinien, mais ça va peut-être venir dans quelques années. Là où c'est peut-être plus intéressant, c'est pour les implants de l'épithélium. Donc ça, c'est quelque chose que pas mal de gens essaient de faire. Il y a quand même une bonne possibilité que la maladie commence avec l'épithélium pigmentaire. Donc on pourrait remplacer l'épithélium malade avec l'épithélium fait au laboratoire. Encore, ça va être plus facile de faire ça dans des gens qui ont des mutations de ce type de cellules qui fonctionnent mal que dans la DMLA où on a une maladie multifactorielle où il faut que vous implantez ça dans un endroit où il y a déjà des drusènes et où le tissu autour est malade. Et donc, les cellules que vous allez ramener là-dedans, il faut qu'ils survivent dans des endroits quand même un peu particuliers. Donc, ça, je pense que il y avoir pas mal de choses qui vont venir avec le temps. Ça va pas mal dépendre aussi des patients, qu'est-ce qu'ils ont exactement, comment ils voient, comment ils gèrent avec la vision périphérique, tout ça. Mais l'optogénétique, c'est quand même bien moins intrusif. Et quelque part, on peut dire que ça permet peut-être de réveiller des cellules endormies, c'est-à-dire qui se sont endormies, qui ne sont pas encore mortes, et qu'on peut réveiller et finalement redonner une certaine forme de vision. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est sûr, mais ils ne sont pas... moi, j'avais regardé ça moi-même avec des yeux d'honneur, et c'est étonnant à quel point il reste des cônes, même dans une zone atrophique. Oui. Mais il leur manque le segment externe, ce qui fait qu'ils ne sont pas fonctionnels. Mais on pourrait se dire, on va les réveiller, comme vous dites. Et c'est possible que ça fonctionne. Ça ne refera pas une vue, ça ne refera pas une fovea. D'accord. Mais ça fera peut-être une vision, peut-être pas hyper nette, mais quand même mieux que rien. C'est à voir tout ça. Pour le moment, il y en a eu 2 patients, je crois, qui ont été traités dans le monde avec cette approche. C'est des patients qui sont entièrement aveugles ou qui n'ont pas du tout de perception lumineuse. Du coup, on va, même si on arrive à faire un tout petit pas, ils vont pouvoir s'en apercevoir. Est-ce que pour la DMLA, où on a comme une fonction de la périphérie, mais aussi des petits patchs ici et là de la rétine centrale, il faut qu'on apprenne mieux déjà qu'est-ce que ça va donner. Mais tout ça, c'est vraiment en cours. Hein. D'accord. Mais je ne suis pas sûr que ce sera quelque chose qui, pour ceux qui nous écoutent, ça ne va pas être quelque chose qui pourrait les aider dans les années à venir. D'accord, très bien. Merci. Alors, une dernière question. Existe-t-il des centres de référence, comme par exemple en maladies rares? On a plusieurs centres de référence, avec Sangène. Voilà. Ouais. Alors, pour la DMLA, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de patients. Donc, tous les gros hôpitaux, normalement, ils ont des spécialistes vraiment, vraiment bien pour la DMLA. Il y a peut-être à monsieur, donc au 15-20, on a des spécialistes qui vont savoir tout ce qu'on sait sur la DMLA, qui vont connaître toutes les thérapies qui sont sur le marché, qui vont savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un centre qui est peut-être particulièrement
intéressés à la DMLA en plus des 15-20 ou même tous les autres hôpitaux, hein, aux fondations Rothschild. Il y a à Créteil un service qui s'intéresse beaucoup à la DMLA, qui font beaucoup de recherches cliniques, qui doivent faire peut-être le plus de recherches cliniques dans toutes ces phases cliniques. Il faut les faire sur les patients à un moment. Et il doit avoir le plus de normes de ces recherches en cours. Pour le patient qui a un DMLA là, je ne suis pas sûr que ça va aider beaucoup d'aller dans ces centres si votre ophtalmologue ne pense pas que c'est ça qu'il faut faire. Il y a beaucoup de critères très précis qui peut rentrer là-dedans. Souvent aussi, il faut savoir qu'on peut se faire beaucoup d'espoir, mais la plupart des essais ne vont pas aboutir. Donc, c'est beaucoup de stress et de choses en plus. La plupart des ophtalmologues, même dans le privé, sont très au courant des thérapies pour la DMLA. Ils se connaissent très, très bien pour toutes les thérapies pour la forme humide avec les différents médicaments qui sont à la disposition du patient. Donc, la prise en charge est beaucoup moins compliquée pour les rétinites pigmentaires qui sont très rares aussi pour les ophtalmologues où ils ne savent pas forcément quoi faire. Ici, on a une maladie qui est très courant et où ça fait partie aussi de la formation des ophtalmologues qui savent très bien comment gérer ça. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre que notre ophtalmo nous le recommande, d'aller dans un centre de référence si toutefois il y en a besoin. Voilà. Ça ne gêne pas de demander à l'ophtalmologue ce qu'il en pense, mais je crois que ce sera probablement lui qui va savoir si oui ou non il y a. Ouais. Très bien. Écoutez, docteur, je vous remercie, un grand merci pour toutes ces présentations, ces explications et ces réponses à nos questions, parce qu'elles étaient nombreuses. Un grand merci et voilà, je pense que ça nous a apporté quelque chose en fait à nous, aux participants, d'avoir des explications sur cette maladie en fait qui touche tant de monde et qui malheureusement va évoluer. Et voilà, et c'est franchement, un grand merci en tout cas. Merci à vous parce que Retina France, ils nous aident beaucoup à avancer dans les recherches, à la fois cliniques, mais aussi comme ce que nous on fait, c'est quand même encore loin du patient. Et sans votre aide, ça ira beaucoup plus lentement. Absolument, et je vois par exemple que dans nos projets scientifiques là, de cette année qui vont sortir en décembre, on a quelques projets de DMLA effectivement, et même je dirais presque qui vont aller vers l'essai clinique. Et ça c'est important parce que la recherche avance vite, mais ça met quand même beaucoup de temps finalement, et particulièrement pour les patients qui attendent. Et là, de savoir que enfin, par exemple pour la DMLA atrophique ou sèche, on va trouver peut-être des traitements, eh ben, c'est une nouvelle formidable pour nous. En tout cas, un grand merci, Florian, et puis j'espère à très bientôt dans d'autres colloques ou même dans nos colloques scientifiques en présentiel. Je vous informe que le prochain, c'est le 19 novembre, c'est samedi 19 novembre, à Paris, à l'Ibistil, c'est vers Porte de Clichy. Et venez nombreux, venez nous écouter et venez voir en fait l'avancée des recherches qu'on a financées depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense que c'est important. Et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à votre maladie. Et je pense que vous en aurez les réponses parce qu'on a des chercheurs et même des ophtalmo-chercheurs qui sont là pour vous répondre. Voilà. Merci, un grand merci encore et merci à tous en tout cas d'être présents, d'être venus nous écouter et voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.